Le plaisir d'apprendre avec Paul Landon Ouais, sur l'intégration motrice primordiale, ouais. l'alphabet du mouvement. L'idée, c'est que moi, j'ai passé ma vie à travailler autour des problèmes d'apprentissage parce que moi-même, j'avais des difficultés d'apprentissage. Et puis, je me suis passionné très vite pour tout ce qui était lié entre l'apprentissage et le mouvement et la posture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, on a souvent fait la différence entre apprendre, c'est un truc qui se passe dans la tête, la posture, c'est un truc de muscle et c'est corporel, et puis les émotions, c'est un autre truc, on ne sait pas trop où, quoi. Mon idée, toujours, qui a guidé toute ma vie, c'est de voir que en fait, tout est relié. La posture dépend autant de mon état émotionnel que même de mon état cognitif. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, en train d'apprendre quelque chose, je suis dans un état postural qui n'est peut-être pas le même quand je fais une autre activité. Mon état postural change en fonction de ce que je fais. Ben, moi, mon état postural, il était catastrophique quand il s'agissait d'aller à l'école. J'ai toujours détesté l'école. J'ai eu des troubles de l'apprentissage. Et pour dire que mes problèmes posturaux n'étaient pas une blague, c'est que évidemment, comme beaucoup d'enfants à l'époque, j'avais des scolioses, j'avais une jambe plus courte que l'autre, j'avais ceci et cela, et donc j'ai dû voir des tas de spécialistes toute mon enfance pour ma posture, pour mon dos, pour mes pieds, alors que par ailleurs, j'avais aucune douleur, j'avais pas de problème. Et c'est intéressant parce que j'avais ces difficultés qu'on pourrait dire posturales, que moi je ne considérais pas comme telles, mais que les médecins, les podologues disaient que j'avais parce que j'avais une jambe plus courte que l'autre, parce que j'avais une attitude scoliotique. Et parallèlement, j'avais ces troubles de l'apprentissage qui, là, me causaient vraiment problème puisque j'avais des mauvaises notes et puis je souffrais tous les jours à l'école de chercher à comprendre les choses. Et donc, je me suis très vite orienté, enfin, j'ai quitté le système scolaire à 16 ans et j'ai continué à chercher des raisons d'aller mieux, enfin, pas des raisons d'aller mieux, plutôt des méthodes me permettant d'aller mieux. Et ça m'a fait quitter la France et aller voir ce qui se passait en Europe et puis aux États-Unis. Et puis, et puis au Canada, etc. Puis, j'ai vite découvert un certain nombre d'approches qui disaient, évidemment aujourd'hui ça peut prêter à rire tellement c'est évident, mais que le corps et l'esprit sont une unité et que la cognition, c'est surtout ce qui me motivait à l'époque, dépendait de mon état moteur et que si j'améliorais ma motricité, je pouvais améliorer ma cognition et en même temps ma posture, et ça marche dans les deux sens. Et je me suis vite passionné pour ce monde-là de la connexion entre le corps et l'esprit. Et puis j'ai entendu parler assez tôt du travail sur les réflexes archaïques parce qu'à l'époque, des premières recherches se faisaient, et en particulier, et ça peut intéresser les gens qui font de la posturo, bien sûr. En premier lieu, j'ai travaillé avec des optométristes qui faisaient de l'optométrie fonctionnelle. Et en optométrie fonctionnelle, ils parlent de l'importance évidemment du système visuel dans la posture. Et les optométristes fonctionnels ont développé très tôt des mouvements pour, et c'est là où ça devient, où ça m'a vraiment interrogé, inhiber les réflexes archaïques. Parce que certaines de leurs recherches ont mis en évidence que des troubles de la vision et donc des troubles posturaux, puisque la vision est connectée au système proprioceptif, pouvaient être causés par des problèmes du développement de l'enfant, de réflexes archaïques non intégrés. Et donc ça m'a fasciné. Et évidemment, ces réflexes archaïques, on a aussi découvert parallèlement par d'autres chercheurs qu'ils étaient liés à des problèmes cognitifs. Alors, je vais expliquer dans un tout petit instant les réflexes archaïques, mais je me suis passionné pour ce sujet-là, le développement de l'enfant, comment le développement de l'enfant va conditionner plus tard, ou va mettre en place plus tard, notre vie cognitive. C'était mon premier intérêt. Et puis après, j'ai développé l'aspect qui m'a intéressé, postural, corporel, et puis l'aspect émotionnel. Et donc, j'ai passé ma vie, 30 ans de ma vie professionnelle, à enseigner ça et puis à partager ça dans mon cabinet, bien sûr, avec les enfants en difficulté scolaire que je peux rencontrer dans ma vie. Donc, voilà, voilà. Euh, je vais présenter maintenant une petite introduction sur les réflexes. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Je ne sais pas. Alors, Sylvie. Ouais, ok, merci. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, il y a une petite citation qui date, et c'est pour ça que je veux en parler, qui date de 1863 d'un médecin russe, un physiologiste russe qui a travaillé, qui a inspiré Pavlov, le fameux Pavlov, et qui disait que tout acte de vie conscient ou inconscient est d'origine réflexe. Alors ça prête d'une part à interrogation de se dire, est-ce réel que tout acte de vie conscient ou inconscient est d'origine réflexe? Et en plus, si c'est le cas, c'est une citation qui ne date pas d'hier, donc ce serait intéressant de se pencher sur le sujet. Alors,
Si on regarde en psychomotricité, différents types de pyramides, ça c'est une pyramide, une taxonomie assez classique en psychomotricité, on voit que la base de la pyramide, c'est-à-dire la base du développement humain, la base de comment le bébé met en place tout son fonctionnement, c'est la phase des mouvements dits réflexes. Ce sont les réflexes archaïques, ce sont les réflexes posturaux. Sur cette base réflexe, donc c'est-à-dire automatique, sur lequel il n'y a pas de cognition, de réflexion, va se mettre en place ensuite des mouvements fondamentaux, des capacités perceptives, des capacités physiques, des habiletés motrices, et enfin la communication gestuelle, etc. Alors évidemment, pour les posturologues, ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que la mise en place de ces schèmes, de ces patrons réflexes, vont ensuite permettre à tout ce qui est plus évolué d'un point de vue postural ou d'un point de vue moteur de se mettre en place. On parle ici vraiment de fondation, on parle d'échafaudage. Donc cet échafaudage, il est très important. Or, l'échafaudage, on le met en place quand on est petit, mais ensuite, l'échafaudage, on le démonte, on n'en a plus besoin parce qu'on a mis en place des mécanismes plus efficaces que le monde des réflexes, que les mécanismes réflexes. Alors, on va regarder un petit peu les différents types de réflexes pour comprendre comment se met en place cet échafaudage et pourquoi des fois ça peut dysfonctionner. La première chose, si on regarde dans un livre d'anatomie-physiologie, c'est qu'on va parler des réflexes d'abord qui sont viscéraux. Ces réflexes viscéraux, c'est tout ce qui est la survie, la respiration, la déglutition, tout ce qui est automatique. Donc ça, c'est géré par le tronc cérébral, ça ne nous intéresse pas ici. Si ces réflexes autonomes ne fonctionnent pas, tout simplement, on est mort, puisque c'est tout ce qui est lié aux choses les plus basiques de la survie. Mais au-delà de ça, on va voir ce qu'on appelle des réflexes somatiques, des réflexes qui se passent au niveau du corps. Et ces réflexes somatiques se définissent par le fait que ce sont des réflexes non conditionnés. Pourquoi il faut le préciser? Parce qu'un réflexe peut être conditionné. Si j'apprends à faire quelque chose encore et encore, que ce soit au niveau moteur ou au niveau cognitif, ça devient un automatisme. Je vais donner un exemple. Donc, ces réflexes corporels, ils sont non conditionnés. Et il y en a de deux sortes. Il y a les réflexes archaïques, qui sont des réflexes qui sont présents chez le nouveau-né et qui vont ensuite disparaître au bout de quelques semaines ou de quelques mois, et les réflexes posturaux, qu'on appelle aussi les réflexes de vie. Et ces réflexes de vie, eux, on doit, puisqu'ils sont ceux qui vont réguler la posture, on doit les garder tout au long de notre vie. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux sortes de réflexes somatiques. Les réflexes archaïques, ils sont présents à la naissance, ils vont s'exercer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, puis ils vont s'inhiber pour laisser place aux réflexes dits posturaux ou réflexes de vie. Et comme leur nom l'indique, réflexes de vie, ces réflexes, on doit les garder tout au long de notre vie et même quand on va vieillir. Et au-dessus de ça, et c'est parce que c'est mon dada, les apprentissages, on peut considérer que ce sont des réflexes conditionnés. On apprend quelque chose. Je vais passer très rapidement sur ce que c'est un arc réflexe parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Un arc réflexe, c'est l'idée qu'il y a un stimulus qui génère automatiquement une réaction. Et ça se passe sans conscience et sans que ça remonte au niveau du néocortex. Donc voilà, il y a un récepteur et un effecteur. Et puis, il y a un centre d'intégration au niveau de la moelle épinière la plupart du temps et qui va générer une réaction. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer un petit peu plus les choses pour comprendre, en fin de compte, et c'est ce qui va nous intéresser là tout de suite, ce que sont ces réflexes posturaux et leur importance pour le posturologue, le podologue, le kinésithérapeute ou autres professionnels. Alors, je l'ai déjà dit, les réflexes autonomes, c'est tout ce qui est lié à la survie. Les réflexes archaïques, il y en a tout un tas. Alors là, je vous ai mis un tableau avec tout un tas de réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, encore une fois, ce sont les programmes qui sont automatiques, qui sont présents à la naissance. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a des dizaines. Si on regarde un peu dans toute la littérature, on retrouve environ 70 réactions réflexes qui ont été trouvées. Alors, dans les 70, il y en a, c'est vraiment anecdotique. Et donc, il y en a une quarantaine d'entre eux pour lesquels il y a des recherches un petit peu poussées par des psychologues, par des différents spécialistes qui font le lien entre ce réflexe, la posture, la cognition, l'apprentissage, les émotions, etc. Donc, dans ces réflexes, il y a des choses qui sont très connues, comme le réflexe de Moro, le réflexe d'agrippement plantaire, le réflexe d'agrippement palmaire aussi, des réflexes au niveau du cou, il y en a beaucoup, le fameux réflexe tonique asymétrique du cou et le symétrique du cou. Il y a des réflexes en fait qui mobilisent toutes les parties du corps. Il y a forcément des réflexes au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des membres, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, puisque le bébé doit quand même fonctionner dès le moment de sa naissance, il a mis en place génétiquement un certain nombre de programmes préétablis que sont les réflexes dans le ventre de la mère. Alors,
il faut savoir, d'un point de vue fonctionnel, quel est le rôle de tout ça. Et les réflexes, ils ont beaucoup de rôles. Premier réflexe, protection. Tout ce qui est rôle de protection, le fameux réflexe de Moro qui fait que le bébé va ouvrir ses bras puis se refermer vers lui-même, c'est un réflexe de protection parce que c'est si on cherche à isoler le bébé, qu'on veut le laisser seul, il va se mettre à pleurer, ouvrir les bras et dire « prends-moi dans les bras, m'abandonne pas, les loups vont m'emporter, vont me manger, je suis un petit être très faible, me laisse pas ». Et il y a plein d'autres réflexes de protection, comme le réflexe de parachute. Si on prend le bébé et qu'on l'approche d'un mur, il va automatiquement mettre ses mains pour protéger son visage. Plus tard, ce sera très utile quand on tombe, qu'on perd l'équilibre. On met soit les mains devant, réflexe de parachute, soit on se rattrape latéralement. Ça va être le fameux réflexe de Moro combiné avec le réflexe d'agrippement. Donc, il y a des réflexes qui ont un rôle de protection, d'autres un rôle pour se nourrir. Le bébé, dès la naissance, il est capable de faire de la succion, déglutition, et dans cet acte-là, il utilise tout son corps. Des réflexes, justement, qui lui permettent de se déplacer, tout ce qui est autour de la réputation, de la stabilisation de son corps. Et il y a une petite chose, je regarde un petit peu l'heure qu'il est quand même, sur lequel je veux insister, c'est le fait que quand le bébé va téter le sein de sa mère, il va utiliser des mécanismes posturaux très importants. On pense souvent que le bébé qui tète, il utilise juste la succion et la déglutition. Il n'y a rien de plus faux que ça. Pour pouvoir utiliser sa succion et sa déglutition, il doit stabiliser sa posture. Donc, il doit maîtriser un certain nombre de choses au niveau de son cou. Il doit maîtriser un certain nombre de réflexes au niveau du dos. Donc, au niveau du cou, on va avoir des réflexes très importants comme le réflexe tonique labyrinthique qui modifie l'état de flexion et d'extension du cou du bébé en lien avec le tonus musculaire des chaînes antérieures et des chaînes postérieures du corps. On va aussi avoir des réflexes, et là c'est très intéressant, au niveau des jambes. Et ça a été bien découvert, des jambes et des pieds, par une sage-femme qui s'appelle Suzanne Colson, qui a fait des centaines d'heures de vidéos de bébés qui tètent pour voir un peu ce qui se passait. À la base, son intérêt, c'était de voir pourquoi certains bébés arrivent à bien se nourrir et d'autres pas. On pensait que c'était lié à des modes de comment la maman tenait son bébé. Et puis, on a découvert qu'il y avait une interaction entre le corps de la mère, la gravité, sa posture de la mère, la manière dont elle se tient et l'expression ou pas des réflexes archaïques. Eh bien, quand le bébé va téter et utiliser sa succion déglutition, sa langue, son palais, activer ses os crâniens en poussant sur les os du crâne, ce qui est une bonne chose après la naissance, eh bien, pour se stabiliser et bien utiliser sa langue et sa succion, il va utiliser ses pieds. Il va utiliser son réflexe de Babinski. Il va activer des réflexes archaïques comme l'allongement croisé. Il va utiliser des réflexes archaïques dans son dos comme le réflexe spinal de Galant. Et la mère, spontanément, a aussi des réflexes. Et quand le bébé cherche à téter et qu'il a du mal, spontanément, la mère va faire des petits mouvements de caresse sur le dos du bébé. Eh bien, ou mettre sa main sous les pieds du bébé. Et donc, spontanément, la mère va toucher le dos du bébé qui va activer des réactions automatiques comme le réflexe spinal de Galant, ou sous les pieds du bébé, activer l'allongement croisé et le réflexe de Babinski. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça maintient la posture du bébé. Donc, si j'ai fait cette parenthèse sur l'allaitement, c'est pour dire que ces mécanismes posturaux lors de l'allaitement, on va les retrouver plus tard, quand l'enfant va se mettre à ramper, quand il va marcher à quatre pattes, quand il va se mettre debout. Et évidemment, plus tard, nous, enfin pas nous, mais vous, les posturologues et podologues, vous allez voir des gens qui, autour du trouble de la marche, et ça va être très intéressant de connaître ces réflexes-là, ces réflexes posturaux qui sont en place chez le bébé, pour voir si aujourd'hui, la personne, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée ou un sportif, si ces différents types de réflexes ont bien joué leur rôle, s'ils ont maturé correctement, s'ils se sont inhibés correctement, et si, encore plus important pour vous, ils ont pu laisser ensuite la place aux réflexes de vie, aux réflexes posturaux. Donc, rôle des réflexes, protection, se nourrir, se déplacer, communiquer. Beaucoup de réflexes chez le bébé servent à communiquer, c'est absolument essentiel chez les êtres humains. Et on pourrait dire que presque tous les réflexes ont un rôle face à la gravité, vont permettre au bébé de réagir face à la gravité. Je viens de parler de l'allaitement. Dans l'allaitement, le bébé doit tenir sa tête et donc il doit faire face à la gravité, il doit bouger son dos, mobiliser ses pieds. Bref, il est dans un monde où la gravité va organiser son corps, où son système proprioceptif va devoir s'activer très très fort, se connecter à son oreille interne grâce à d'autres réflexes d'ailleurs, etc., etc. Alors, ça, c'était pour parler des réflexes archaïques et de leur rôle. Autour de ça, on a les réflexes dits posturaux, les réflexes de vie. Ces réflexes de vie, ce sont ceux que j'ai placés sur le même tableau qu'on a vu tout à l'heure, mais en vert. Donc, on s'aperçoit que tout ce qui est en vert, la barre noire vers à peu près le milieu du tableau, c'est
c'est la naissance, c'est tous les réflexes qui sont présents au niveau de la naissance. Et puis ensuite, à droite, c'est la chronologie après la naissance. Et donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui va rester. Donc on va avoir des réflexes qui sont liés au grandissement, la déglutition. On va avoir, et ça c'est très important, des réflexes de rotation, des réflexes dits de retournement segmentaire ou de réflexes amphibiens. Ce sont des réflexes au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale, qui font que quand une partie du corps part en rotation, le reste est censé suivre. Chez, par exemple, les personnes atteintes de paralysie cérébrale, on ne retrouve pas ces réflexes. Il ne s'agit pas de réflexes archaïques, il s'agit de réflexes de vie, c'est-à-dire il s'agit de réflexes qui se sont mis en place au bout de quelques semaines et qui ensuite sont censés rester. C'est-à-dire que si quelqu'un me tire sur ma tête, le reste de mon corps va suivre, sans quoi je risque de léser mes cervicales. Il en va de même pour le bassin, il en va de même pour toutes les parties du corps, la chaîne des épaules par rapport au bassin, etc. Donc ces réflexes de rotation sont essentiels parce qu'ils conditionnent en grande partie le fonctionnement correct de la colonne vertébrale. On va retrouver des réflexes qui permettent de connecter le bébé de son centre vers sa périphérie. On va retrouver des réflexes, alors ça je pense que c'est un des réflexes les plus importants à connaître pour les gens qui font de la posturo, c'est le réflexe dit de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. C'est-à-dire que notre système nerveux ou notre système postural cherche toujours à garder une horizontalité. Donc soit il le fait par le système visuel quand les yeux sont ouverts, soit par l'oreille interne quand les yeux sont fermés. Et là, il y a un mécanisme réflexe qui fait que la tête garde toujours son horizontalité. C'est amusant à voir chez un bébé parce qu'on prend le bébé, on penche le bébé et sa tête reste toujours de niveau. Ses yeux, son oreille interne reste toujours de niveau. Et c'est grâce à ce mécanisme-là que l'ensemble de la posture peut se réguler en dessous du niveau des yeux et de l'oreille interne. Ça, c'est une des choses qu'on trouve le plus communément en difficulté chez les personnes qui ont des troubles posturaux, c'est-à-dire que ce réflexe dysfonctionne. Or, si ce réflexe dysfonctionne, ça veut dire que je n'ai pas une bonne horizontalité. Et si je n'ai pas une bonne horizontalité, en bas, ça peut être le bazar, mais mon cerveau, il ne saura pas, en quelque sorte. Ça veut dire que mon instrument de mesure, mon instrument de mesure n'est pas étalonné correctement. Et mon instrument de mesure au niveau postural, l'oreille interne et les yeux sont des voies absolument essentielles. Donc ça veut dire que cette déficience de ce réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique va se refléter forcément au niveau du système postural avec des difficultés de type verticalité, correction des postures, troubles de l'équilibre, de la démarche, etc. Autre réflexe très important à connaître, c'est les réflexes liés au stress, les réflexes dits de protection. Pourquoi c'est important à connaître? Parce qu'en fait, la plupart des gens qu'on voit, qu'on rencontre, ils ont soit des problématiques autour de la douleur, soit des problématiques aussi émotionnelles, des soucis, du stress. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accumulation de stress. Et du coup, ça veut dire que leur corps réagit par des mécanismes de survie très connus comme la fuite et la lutte. Mais ces mécanismes de fuite et de lutte, on en parle souvent comme si c'était juste une réaction hormonale. On dit voilà, au niveau du système limbique, l'hypothalamus va générer ceci, cela, le cortisol, l'adrénaline, au niveau des surrénales, donc fuite et lutte. Et donc on a une idée purement biologique, hormonale du stress. Mais en fait, c'est tout à fait vrai. Mais pour réagir au stress, c'est tous mes mécanismes posturaux qui doivent s'activer. Si les mécanismes posturaux de la fuite s'activent, je vais avoir une rétraction plutôt des chaînes musculaires postérieures pour pouvoir m'éloigner de la source de danger et puis ensuite m'enfuir. Si au contraire, c'est les mécanismes de survie liés à l'attaque, à la colère qui prennent le dessus, c'est plutôt les chaînes antérieures qui vont se mettre en place avec une autre réaction corporelle, bien entendu. C'est important parce que moi, par exemple, qui travaille essentiellement avec des enfants en difficulté scolaire, je retrouve chez la plupart des enfants qui viennent me voir, et s'ils viennent me voir, c'est qu'ils sont donc dans une certaine forme de spirale d'échec scolaire, de souffrance par rapport à l'école, eh bien, on va retrouver soit cette réaction de fuite, soit cette réaction de lutte, de combat, dans la posture, avec une rétraction au niveau du solaire, du mollet, avec un tendon d'Achille toujours prêt à foncer pour se sauver, avec une posture qui va être affectée depuis, en fin de compte, les pieds, jusqu'au système visuel et des tensions au niveau du système visuel, en passant évidemment par la nuque, les trapèzes, etc. Donc ça, c'est un mécanisme réflexe. Et souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on se dit « Ah, il y a des tensions au niveau de la nuque, des trapèzes, on va s'en occuper. Il y a des tensions au niveau du mollet, on va s'en occuper. » Et bien sûr, tout ça, c'est une bonne chose, il faut s'en occuper. Mais si on ne prend pas conscience que c'est une unité globale qui est liée aux réactions de stress qui sont inscrites dans le corps de la personne, eh bien, on risque de passer beaucoup de temps
et ne pas finalement arriver à corriger le problème à la base, qui est finalement une réaction de stress. On appelle ça le réflexe de stress de protection. Voilà. Donc là, il y a plusieurs réflexes dits réflexes de vie qui sont importants. Alors, je voudrais dire un petit mot sur la posture. À des posturologues, c'est intéressant. Pourquoi ça m'intéresse? Là, c'est une définition que je trouve intéressante, c'est-à-dire que si j'ai des déficits au niveau posturaux et que je dois faire une tâche cognitive, qu'est-ce que fait mon cerveau? La priorité de mon cerveau, c'est de s'assurer que ma posture fonctionne bien. Ma posture, c'est une question de survie. Ma posture, c'est mon interaction avec l'environnement. Donc, si j'ai une difficulté posturale, ça veut dire que mon système cognitif doit en partie s'occuper de ce système postural. Mon système postural, il est censé fonctionner comme un pilote automatique. La proprioception, on pourrait la définir comme c'est mon pilote automatique qui fait que toute ma structure fonctionne bien et que je peux l'utiliser pour faire ce que j'ai envie avec. Mais si justement ce pilote automatique dysfonctionne, je dois passer en pilote manuel. Et le pilote manuel, c'est le néocortex. C'est le néocortex qui va essayer de maintenir ma tête de niveau, qui va essayer de contrôler ma gestuelle parce que mes réflexes archaïques ne sont pas inhibés. Il va devoir utiliser de la volonté, de la corticalisation pour faire le travail, on pourrait dire, des systèmes sous-corticaux. Mais à ce moment-là, donc, évidemment, mon système cognitif, il est déjà mobilisé, monopolisé, et je vais avoir du mal, eh bien, pour un enfant, à lire, à écrire, à me concentrer, je vais avoir une grande fatigabilité, etc., etc. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien très étroit entre le système postural et le système cognitif. Tout déficit au niveau postural mobilise mon système cognitif qui n'est plus disponible pour faire ces tâches cognitives. Donc ça, c'est très, très important. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes et c'est très, très valable pour les personnes âgées qui commencent à avoir plus de difficultés posturales et qui vont avoir aussi parallèlement des difficultés de concentration, de mémorisation, etc. Donc ça va être important de s'en occuper et de déterminer si leur difficulté cognitive ne serait pas due à un manque de contrôle postural automatique, un pilote automatique un peu dysfonctionnel. Et si c'est un pilote automatique, ça veut dire que c'est réflexe. Donc il faut aller voir comment fonctionnent les réflexes chez les gens, les réflexes archaïques, est-ce qu'ils se sont bien inhibés, et les réflexes de vie posturaux, est-ce qu'ils se sont bien activés. Donc je me permets de faire une petite publicité pour ce livre, Prêt à apprendre avec les réflexes, parce qu'elle fait en quelques pages le lien du fait que chez les enfants, il y a du lien entre les difficultés d'apprentissage et le système postural. Donc, c'est un placement de produit, je le dis, puisque c'est moi qui édite ce livre. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autres livres sur le sujet des réflexes qui fassent ce lien-là. Donc, je me permets de le dire. Voilà. La posture est une adaptation inconsciente et inattentive à l'environnement. Très intéressant. Voilà. Alors, les surveiller l'heure. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un peu de temps si des gens ont des questions, si vous en avez. Sinon, je pourrais continuer, bien sûr, mais je voulais voilà, souligner quelques petits éléments comme ça. Oui. Est-ce que tu connais Ça va. Et toi, ça a été impeccable. Impeccable pour moi. Nickel. Parfait. Est-ce que tu connais tes dates de prochaine formation? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand est-ce que tu viens C'est quoi? C'est alphabet du mouvement? Ah oui, alors quand est-ce que je viens à connaissance et évolution? Pour le prochain stage de base, connaissance et évolution, ça fait des années maintenant, pas mal d'années, qu'on fait tous les ans au mois de décembre. Et là, c'est du 6 au 9 décembre, le cours de base, l'alphabet du mouvement, du 6 au 9 décembre à Noisy-le-Grand, comme chaque année, depuis pas mal d'années maintenant. Super. Je n'ai pas de questions. Ah, si ça donne envie de venir en formation. Mais ça donne envie de venir, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais dans la formation qu'on donne à connaissance et évolution, l'alphabet du mouvement, on apprend plusieurs choses. On apprend à faire un bilan complet, un bilan de 10-11 réflexes majeurs, donc des réflexes archaïques, bien entendu, qui sont les plus essentiels au niveau de la posture, mais aussi au niveau de la cognition et au niveau émotionnel. Donc on apprend à faire ce bilan sur 11 réflexes de base. Il y a aussi un réflexe très important au niveau postural qui s'appelle le réflexe de l'étoile à 6 branches ou réflexe de centrage. Et ensuite, on va apprendre, évidemment, c'est ce qui m'intéresse beaucoup moi, à réintégrer ces réflexes. Et pour réintégrer les réflexes archaïques, c'est-à-dire inhiber les réflexes archaïques et stimuler les réflexes de vie, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et stimuler les réflexes posturaux, il y a deux choses qu'on fait. Il y a d'abord un travail de sensorimotricité globale, c'est-à-dire un travail où on va globalement accroître
oui, la neurosensorimotricité, voilà pour dire un grand mot. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des mouvements classiques au niveau postural, au niveau corporel, avec des mouvements de balancement, de hochement de tête, des mouvements de retournement, c'est-à-dire il y a tout un tas de programmes moteurs qu'on peut faire pour réinitialiser notre corps. C'est ça le mot-clé, c'est appuyer sur reset. Appuyer sur reset, ça c'est très important d'un point de vue postural. Comment le bébé organise sa posture? Eh bien, il l'organise en passant par un programme moteur. Dans ce programme moteur, il y a des hochements de tête, il y a des retournements, il y a de la respiration, il y a des balancements, il y a du quatre pattes, il y a des mouvements croisés. Et ce qu'on apprend à faire en IMP, c'est de revenir à tous ces mouvements de base. Et quand on va travailler ensuite avec un enfant, avec un adulte, avec n'importe qui, on va vérifier qu'il a en place mis tout ce programme moteur et on va voir s'il lui manque des choses au niveau du développement justement de la colonne vertébrale, de la tête, de la coordination, etc. Donc on apprend tous ces programmes moteurs de réinitialisation motrice. On apprend aussi les bercements qui sont des mouvements très importants pour activer l'oreille interne, libérer les chaînes musculaires et travailler au niveau proprioceptif. Et puis on voit une activité pour chaque réflexe pour apprendre à réintégrer chaque réflexe, pour être plus spécifique, puisqu'on a appris à faire un bilan. On travaille bien sûr de manière globale, mais aussi on peut travailler de manière plus spécifique sur chaque réflexe. Donc c'est ça l'idée. Après, à Connaissance et Évolution, on donne aussi des cours plus avancés. On a un cours spécialisé sur tout le travail tactile et isométrique. Et ça, c'est important quand on travaille avec des publics en individuel et qu'on a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur dans la réintégration des réflexes archaïques et posturaux. Et puis, on a un séminaire particulier qui s'appelle la kinésphère, qui, lui, est spécifique sur les réflexes du visage et les réflexes posturaux et les réflexes de vie. Donc, voilà. Mais la clé de tout ça, c'est de toujours commencer par l'alphabet du mouvement tous les ans au mois de décembre. S'il y a une question, je veux bien y répondre. Bonjour à Laetitia, que je connais bien. Toujours là, fidèle parmi les fidèles. Première certifiée podologue. Ça y est, maintenant, on a pas mal de podologues certifiés et Laetitia était la première, donc félicitations. Et elle est toujours aussi motivée, ça fait plaisir. Chouette, Anna. Donc, sincèrement, pour avoir fait l'alphabet, la kinésphère, Né pour aimer, Brain Gym, c'est vraiment un sacré plus au niveau de l'examen. Quand on a des parasites, on a du mal à faire avancer le patient. Et surtout, bon, il faut que le patient adhère, mais bon, quand il voit les résultats, il n'y a pas de souci pour ça. C'est de proposer un appareillage qui agira à chaque pas, mais en plus des exercices, des automassages, des remodelages, pour que, en fait, il soit partie active de son traitement et qu'on vraiment fasse avancer Schmidblick efficacement. Et de toute manière, quand il voit les résultats, il n'y a aucun souci. Donc, c'est vraiment une formation que je conseille fortement. Ce qui est sympa, que moi je trouve intéressant pour les différents thérapeutes, c'est aussi qu'en plus d'avoir une compréhension qui nous permet de dialoguer avec les autres professionnels de la santé, parce qu'en fin de compte, on apprend plus de choses au niveau du développement, donc de comment on fonctionne, au niveau cognitif, émotionnel et postural. Donc, on a un langage commun avec plein d'autres professionnels de la santé. Et d'ailleurs, dans les formations, il y a des kinés, des ostéos, des médecins, des sages-femmes. Il y a aussi, à Connaissance et Évolution, souvent, on a aussi des coachs, des préparateurs physiques, donc des gens qui sont voilà, intéressés par tout ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aux gens des mouvements à faire, des petits mouvements très simples. Et donc, souvent, il y a des professionnels qui cherchent à pouvoir aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes parce que les gens nous demandent. Et donc, là en plus évidemment de proposer les appareillages, le podologue va pouvoir proposer des mouvements en adéquation avec la demande de la personne et qui va renforcer et compléter le travail d'appareillage qui est fait. Donc, ça, je trouve que c'est chouette aussi. Voilà. J'ai fait ma demi-heure. Bravo. Est-ce que pas de questions? Non, tout va bien. C'est complet. Ok. Bon, du coup, on te retrouvera au mois de décembre. On va attendre le mois de décembre, ouais. Super. On est toujours content de venir. C'est un des derniers cours de l'année qui a lieu à Connaissance et Évolution. On fête Noël là-bas, presque. Donc, c'est chouette.